Le 23e jour du procès fédéral de Sean Diddy Combs ne commence pas comme les autres. Nous sommes un vendredi 13 et dans la salle d'audience de Manhattan, ce symbole prend un goût amer. Rien n'a encore été dit, mais tout le monde le sent. Quelque chose couve. Avant même que les jurés ne s'installent, l'atmosphère est déjà sous tension. Le juge doit trancher une question sensible. Un juré, un homme de 41 ans, originaire du Bronx, aurait omis de signaler qu'il avait déménagé récemment dans le New Jersey avec sa compagne. Un détail, pas pour le gouvernement qui y voit une potentielle dissimulation. L'accusation dépose une objection. La défense, elle, flaire une manœuvre plus sournoise. L'échange se tend. Le mot biais racial n'est pas prononcé, mais il flotte dans l'air. Selon l'avocat de Diddy, ce juré était l'un des plus attentifs, présent chaque jour et essentiel à l'équilibre du panel, mais le juge reste inflexible. Il évoque la nécessité d'une transparence totale. Il tranche, le juré est écarté, le silence qui suit est lourd, certains regards s'évitent, un remplaçant est appelé, le procès peut reprendre, mais déjà une fissure s'est ouverte, une question plane. Cherche-t-on à protéger la justice ou à en façonner le résultat? Quand le jury reprend enfin sa place, la procureure Marine Comey entre dans le vif du sujet. Elle lit à voix haute une série de messages échangés entre Diddy et ses collaborateurs les plus proches. Et très vite, ces échanges révèlent un mode de fonctionnement bien plus structuré qu'il n'y paraît. L'un des messages est adressé à Christina Curran, chef de cabinet de Diddy. Il y est question de Robin Greenhill, officiellement comptable, officieusement rouage clé de TriStar Sports and Entertainment, cette entreprise déjà citée dans d'autres scandales. Le message est simple. Assure-toi que Robin ne fasse rien de stupide, comme oublier de payer le loyer à temps. Un loyer, un détail banal, mais pourquoi une société comme TriStar s'occuperait-elle des paiements personnels de Diddy ? Pourquoi mobiliser tout un réseau pour un transfert aussi anodin? Et surtout, pourquoi autant de discrétion? La salle s'interroge à peine que l'ambiance bascule. Cette fois, ce sont les messages de Cassie, l'ex-compagne de Diddy, qui sont dévoilés. Un échange en particulier glace l'assistance. Cassie raconte: la porte de ma salle de bain a été défoncée, il m'accuse d'être allé chez quelqu'un. Je m'étais juste arrêté pour voir si on me suivait. Elle ajoute ensuite: je ne me sens pas en sécurité, il a mes clés, je pars. Une scène de violence domestique en creux, 3 portes cassées, un climat de peur, l'urgence de fuir. Derrière ces mots sobres, c'est le récit d'une femme qui perd pied dans un environnement qu'elle ne contrôle plus. Ces messages ne sont pas de simples confidences. Ils dessinent, pièce par pièce, le portrait d'un homme protégé par une structure opaque, un entourage qui exécute, qui masque, qui protège. Et ce n'est que le début. Dans la salle, l'atmosphère change. Le procès entre dans une nouvelle dimension, plus visuelle, plus dérangeante. À la barre, l'agent fédéral André Lemond du département de la sécurité intérieure. Il faisait partie de l'équipe qui a perquisitionné la résidence de Diddy à Los Angeles. Ce qu'il décrit ne relève plus du soupçon, c'est du concret. Et ce concret dérange. Tout commence dans la chambre principale. Dans une table de chevet, plusieurs enveloppes manillent, soigneusement rangées. À l'intérieur, une poudre blanche, l'analyse est formelle, substance illégale, connue sous le nom de K. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans un coffre-fort, on retrouve le passeport de Diddy et un sac plastique contenant une matière brune. Elle aussi est testée positive à une autre drogue. Plus loin, des téléphones en grand nombre, des objets répartis, classés, stockés. Et puis il y a le garage, ce qu'on y découvre semble irréel. 200 bouteilles d'huile pour bébé, 900 de lubrifiant Astroglide, rangés par boîtes entières, empilées comme dans un entrepôt, certaines accompagnées de lingerie féminine retrouvées à proximité de la chambre. À ce stade, on n'est plus dans l'anecdote. Ce que l'agent Lemond décrit, c'est une logistique, un système, un fonctionnement minutieux, pensé, orchestré. Mais le plus troublant est encore à venir. Dans une pièce sécurisée, surnommée salle de sécurité, les agents découvrent 6 armes à feu, certaines de type R, d'autres S. Les détails techniques sont volontairement floutés à l'audience, mais une chose est claire, une de ces armes a son numéro de série gratté, une infraction fédérale. À côté, un chargeur tambour capable de contenir 60 munitions, 59 sont encore à l'intérieur, des green tips, des balles conçues pour perforer les gilets pare-balles. Alors la question se pose, à quoi servait réellement cette maison? Était-ce seulement une demeure de luxe? Ou bien le cœur d'un système entre pouvoir secret et contrôle absolu?
La défense contre-attaque, mais Marc Agnolo, surnommé par certains journalistes le Costco Lawyer, prend la parole. Sa stratégie est simple, minimiser. Il suggère que Didi aime simplement acheter en grande quantité, que ces centaines de bouteilles ne sont que le fruit d'un goût pour les économies de volume. Il glisse même presque en plaisantant « peut-être qu'il fait ses courses chez Costco ?» Un murmure traverse la salle, mais l'effet ne dure pas. Car à l'extérieur, Costco réagit publiquement, ils ne vendent pas de lubrifiant et encore moins en pareille quantité. Le message est clair, il refuse d'être associé à cette affaire. Agnolo insiste, selon lui, les armes n'ont jamais quitté leur pièce, rien ne prouve qu'elles étaient accessibles. Il tente de semer le doute, de suggérer une interprétation plus banale, mais l'agent Lemont, lui, reste droit. Ce qu'ils ont trouvé était là, visible, photographié, documenté. Petit à petit, une impression se dessine. La défense ne nie pas. Elle déplace le regard, elle tente de normaliser ce qui choque, de transformer l'étrange en habitude. Mais les jurés, eux, voient autre chose. Et au moment où l'on pense avoir tout vu, un nouveau visage fait son apparition dans la salle. Kanye West, silhouette blanche, lunettes noires, il entre sans un mot, il reste à peine 10 minutes, puis repart comme il est venu, mais il ne passe pas inaperçu. Il s'assoit brièvement aux côtés de Christian Combs, le fils de Didi, un geste symbolique, politique, peut-être calculé. Son nom planait déjà depuis plusieurs jours, mais ce jour-là, sa présence marque un point, car dans ce procès, rien n'est anodin, et chaque apparition compte, surtout quand elle vient d'un homme lui-même cerné de controverses. Ce jour-là, la vérité n'est pas venue de là où on l'attendait. Pas d'un expert, ni d'une victime, elle a pris la voix calme et posée d'un ancien assistant, Jonathan Pérez. Pendant près de 3 ans, il a vécu dans l'ombre de Didi, et ce 23e jour, il parle. Son témoignage a lieu hors de la présence du jury. Il bénéficie d'une immunité, il sait ce qu'il fait, et il sait ce que cela peut déclencher. De décembre 2021 à septembre 2024, Pérez a été l'un des rouages discrets de l'Empire Combs. Officiellement, il s'occupait de la logistique, des déplacements, de l'organisation. Officieusement, il gérait ce que l'équipe appelait les King Nights. Des soirées privées réservées à Didi et à certaines femmes. Il décrit tout, sans détour. Il réservait les chambres d'hôtel, préparait les bougies, les boissons, les lumières rouges, les lubrifiants. Il achetait de la lingerie, des talons aiguilles, parfois du miel censé stimuler l'énergie masculine. Il réglait tout, parfois en liquide, parfois avec la carte professionnelle de l'entreprise. Et quand la nuit se terminait, il nettoyait. Tout devait disparaître, rien ne devait rester. Puis vient le moment clé, l'élément qui fait basculer l'audience dans le malaise. Un jour, le vidéaste de Didi découvre sur un iPad une vidéo. Jen, l'une des femmes évoquées dans les procédures, y apparaît en pleine relation sexuelle avec un autre homme. En arrière-plan, Didi lui-même. La vidéo n'a rien d'accidentel, elle a été filmée et conservée. Pérez informe immédiatement Christina Kuram, la chef de cabinet. Elle lui ordonne de ne rien dire, qu'elle s'en chargera. Plus tard, un enregistrement audio refait surface, une conversation entre Kuram et Pérez où elle insiste pour savoir exactement comment la vidéo a été trouvée et où elle laisse entendre qu'un tiers extérieur à l'équipe est déjà au courant. D'après Pérez, Didi aurait supprimé lui-même la vidéo ce jour-là. Mais ce n'est pas le seul nom qui ressort. Quand on lui demande d'où provenait l'argent utilisé pour ces soirées, Pérez est clair. Parfois, il venait directement de la pochette Gucci de Didi. Mais souvent, les fonds venaient de TriStar Sports and Entertainment et plus précisément de Robin Greenhill. Ce nom fait frémir la salle. Robin Greenhill n'est pas une inconnue, elle a déjà été citée dans un autre combat judiciaire célèbre, celui de Britney Spears. Pendant des années, elle a participé à la gestion de la vie et des finances de la chanteuse, aux côtés de Lou Taylor. Son nom figure même dans le livre de Britney. Pour beaucoup, elle symbolise le contrôle déguisé en protection. Et voilà que ce même nom refait surface ici, au cœur d'un autre système, au service d'un autre artiste, avec encore une fois une logique d'effacement, de gestion opaque, de financement indirect. La défense tente de renverser la vapeur, l'avocat Brian Steele cherche à réhumaniser Didi.
Didi. Il demande à Pérez « Le respectez-vous toujours ?» « Oui », répond-il. Il évoque des souvenirs, des moments de tristesse, des larmes. Il parle d'un Didi touché, sensible, même brisé, notamment le 26 octobre 2023, jour où il aurait, selon Steele, été profondément affecté. Pérez, lui, ne s'en souvient pas. Puis viennent les questions sur Jane. Était-elle inquiète? Avait-elle l'air forcé? Non, dit Pérez, à sa connaissance, tout semblait organisé, fluide, consenti. Elle lui faisait même confiance pour choisir les vêtements, mais la défense ne peut pas tout contrôler car ce que les messages, les vidéos, les objets montrent, c'est autre chose. Une mécanique bien huilée, où chaque détail est anticipé, où rien n'est laissé au hasard, et dans cette mécanique, Pérez n'était qu'un maillon, mais un maillon qui a tout vu. Alors que la journée touche à sa fin, le procès bascule encore, le juge annonce une discussion sensible. Il fait évacuer la salle, les médias sont exclus, c'est la première fois depuis le début du procès. Ce qui se dit à huis clos ne sera pas révélé. Pas maintenant, quand les portes se rouvrent, les visages ont changé, quelque chose s'est passé et personne ne sait exactement quoi. Dans la foulée, une pièce à conviction est rejetée, jugée trop préjudiciable. D'autres sont acceptées et le nom d'un nouveau témoin circule. Brandon Paul, ancien proche de Didi, arrêté le jour même des perquisitions. Il devrait bientôt être entendu, avec lui un autre assistant. Ce jour-là, tout a changé, ce n'est plus seulement Didi que l'on juge, c'est un système, une organisation, un écosystème où le silence, la loyauté et l'argent se croisent à chaque niveau et désormais ce système apparaît lentement mais clairement.